Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mais la grande préoccupation ce soir, ce sont les événements qui se déroulent en Afrique centrale. Il y a quelqu'un qui fait office de président, mais qui est en fait simplement un résident du palais présidentiel et de ses dépendances au Cameroun. Il s'appelle Paul Barthélémy Biya. C'est un homme de pratiquement 92 ans. S'il se respectait un temps soit peu, il ne s'infligerait pas les fonctions de président de la République du Cameroun. Non pas parce qu'il en serait intellectuellement incapable, non, mais parce qu'à l'âge auquel il est, on ne peut pas assumer correctement ses fonctions. Qui que nous soyons, quand nous sommes parvenus à l'âge auquel Paul Biya est parvenu, assumer les fonctions de président de la République est une offense au bon sens. C'est même un acte de méchanceté envers son peuple. Biya est entré dans les meubles de l'État du Cameroun depuis 1961. Il a servi dans le régime Ahidjo. Il a été le premier ministre d'Ahidjo à partir de 1975. En 1982, Ahidjo, qui n'a jamais été élu par les Camerounais, avec la bénédiction des néocolonialistes français, nous a imposé Paul Biya à la tête du Cameroun. Paul Biya a gouverné ou administré le Cameroun pour le néocolonialisme français entre 1982 et pratiquement jusqu'à 1992. Il n'y a jamais eu une élection concurrentielle entre lui et un Camerounais. En 1992, il a consenti une tentative d'ouverture au multipartisme démocratique. Il a perdu l'élection. Je votais à l'époque comme citoyen camerounais. Nous avons voté ni John Frundi, c'est lui qui a gagné les élections. Paul Biya a refusé de reconnaître le résultat des urnes. C'est un président illégitime. Illégitime d'abord parce qu'il a reçu le pouvoir d'un président illégitime. Illégitime ensuite parce que depuis que lui-même exerce le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Une succession de fraudes électorales, une succession de viols constitutionnels, et il a installé à la tête de mon pays natal une oligarchie de voleurs impénitents. Ce que nous avons appelé une kleptocratie. Moi, je l'appelle même une volocratie. Paul Biya est un très grand voleur. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, pour que le peuple se sente représenté dans mes propos. Paul Biya est un voleur. Ceux qui le regardent passer et qui disent « le Nkoukouma, non, c'est un voleur ». Quand vous avez un vieillard qui vole l'argent public, l'importance que vous lui accordez en tant que vieillard dans la tradition africaine, elle n'a plus de valeur. Alors, quand je dis que Paul Biya est un voleur, je me base sur quoi? Il n'a jamais déclaré sa fortune. Paul Biya n'a eu qu'une carrière de fonctionnaire de l'État du Cameroun. Mais il n'a jamais déclaré sa fortune devant le peuple camerounais. Le peuple camerounais est incapable, à l'instant où je vous parle, de connaître l'étendue de la fortune de Paul Biya. On en est toujours réduit à imaginer seulement sa fortune en voyant le train de vie qu'il mène et le train de vie de sa famille. Par déduction, par récurrence, on peut imaginer, en raison du train de vie que Paul Biya mène et du train de vie de sa famille, on peut imaginer que la séparation entre les caisses de l'État du Cameroun et les caisses de la famille Biya n'existe pas. L'extravagance, l'outrecuidance, l'arrogance de la famille Biya, incarnée par son épouse Chantal, sa fille Brenda, incarnée par les frasques financières, les détournements massifs, les ravages massifs dans l'économie du Cameroun, perpétrés par son fils Franck, l'un des plus grands pillards du bois camerounais, de la forêt camerounaise. Les frasques de la famille Biya suffisent à renseigner les Camerounais sur le fait que cet homme-là n'a pas servi le Cameroun avec honnêteté, avec humilité et avec probité. Quant à ses compagnons qui dirigent le Cameroun à ses côtés, ils se sont exercés à l'art suprême de leur chef. Ce sont des voleurs en essaim.
Le Cameroun, mon pays natal, est dirigé par un essaim de voleurs. C'est-à-dire que ce sont des voleurs en escadrille. Au Cameroun, les banques commerciales disposent de moins de liquidités que les particuliers. Il y a des personnes particulières au Cameroun qui disposent dans leur résidence de plus de cash en toute espèce sonnantes et trébuchantes que plusieurs banques de la place du Cameroun. Des gens détiennent chez eux 50, 100, 200, 300 milliards de CFA volés dans les caisses de l'État. Des gens détiennent en dollars, des gens détiennent en yuan, des gens détiennent en livres canadiennes, des gens détiennent en euros, des sommes irrationnelles qu'ils ont volées dans les caisses de l'État du Cameroun, en profitant du laxisme de Paul Biya, qui est le chef voleur. Je refuse de regarder Paul Biya comme un patriarche, parce qu'il vole. Quelqu'un qui vole les biens publics perd sa dignité de patriarche. Au village, c'est vrai en ville. C'est vrai au ciel, c'est vrai sur la terre. Si Dieu volait, Dieu ne serait pas Dieu. Un chef qui vole n'est pas un chef. Un chef qui gouverne avec un groupe de voleurs n'est pas un chef. C'est un brigand, c'est un tyran, c'est un despote, c'est un autocrate. Si Paul Biya n'était pas un brigand, un despote, un autocrate, s'il n'était pas un tyran, la prison politique du Cameroun ne serait pas remplie d'opposants qui ont simplement marché dans la rue, comme Bibou Nissak, comme Alain Fogué, d'opposants qui ont commencé par objecter envers le mépris infligé par le régime Biya au peuple du Cameroun anglophone, comme Sissoukou, Ayouk Tabé et ses compagnons. Les prisons camerounaises ne seraient pas pleines d'hommes et de femmes politiques qui ont osé contester moralement. Si Paul Biya n'était pas un voleur, un brigand, un tyran, s'il n'était pas cela, les principales villes du Cameroun seraient reliées par des voies de transport exemplaires, dignes de quelqu'un qui s'est inquiété de son pays. Il y aurait, ne serait-ce qu'entre Douala et Yaoundé, l'une des plus belles autoroutes que le monde ait jamais connues. En 42 ans de pouvoir, Biya a été incapable de construire une véritable autoroute entre les deux principales villes du pays, Douala et Yaoundé. À peine 300 km, même pas. Il n'a pas été capable. Si tu veux donc avoir une autoroute entre Yaoundé et Garoua, ne demande pas ça à Biya. Entre Yaoundé et Bertois, ne demande pas ça à Biya. Entre Yaoundé et Ngaoundéré, ne demande pas ça à Biya. Entre Ngaoundéré et Garoua, ne demande pas ça à Biya. Entre Garoua et Maroua, ne demande pas ça à Biya. Ne demande pas à Biya une autoroute parfaite. Entre Bafoussam et Bamenda, entre Bamenda et Tchang, entre Tchang et Douala, ne demande pas ça à Paul Biya. C'est trop pour lui. En 42 ans, il a été incapable de doter le Cameroun de routes dignes des temps modernes entre les capitales de chaque région. Voilà des preuves simples que cet homme est méchant. Il n'a pas été capable de doter le Cameroun d'un hôpital dans lequel les ministres du gouvernement, les directeurs des sociétés publiques et parapubliques, dans lequel lui-même Paul Biya soit capable de se soigner. Paul Biya n'a confiance en aucun hôpital camerounais parce qu'il sait qu'il n'a donné à aucun hôpital camerounais des chances optimales de déployer le génie médical camerounais. Lui et toute sa razzia de voleurs ne se soignent pas au Cameroun. Ils ne se soignent pas au Cameroun parce qu'ils n'ont pas construit des hôpitaux dignes de confiance. Ils ne se soignent pas au Cameroun parce que, étant méchants envers le peuple camerounais, ils ont peur des médecins camerounais. Ils pensent qu'un médecin camerounais, à tout moment, pourrait venger le peuple camerounais, utilement, en administrant une dose légèrement supérieure à la normale, afin de conduire ad patres des individus qui sont des saprophytes, nuisibles à la patrie sur plusieurs décennies. Voilà les choses tangibles. Regardez l'état dans lequel se trouvent les prisons au Cameroun. Parce que un pays est humain à la manière dont il traite, entre autres, ses vieillards, ses enfants, ses prisonniers.
à la manière dont il traite ses étrangers, à la manière dont il traite ses femmes, on sait qu'un pays est humain. Et si vous voyez un pays qui maltraite les femmes, qui maltraite les étrangers, qui maltraite les enfants, un pays où on maltraite les jeunes qui doivent étudier, apprendre, s'épanouir, vous savez que c'est un pays inhumain et que c'est le diable qui préside aux affaires dans ce pays. Donc Paul Biya s'était absenté pendant pratiquement 50 jours au mépris de sa soi-disant constitution. Il est revenu depuis le mois d'octobre et il est allé se coucher pour récupérer de son âge avancé dans ses appartements privés. Les Camerounais ne l'ont pas vu. Quand il est au Cameroun, on ne le voit pas. Quand il n'est pas au Cameroun, on ne le voit pas. De telle façon que la seule présence de Paul Biya dans l'esprit des Camerounais se signale par son absence massive. Il est présent par son absence. Il a réussi à se fantomaliser. C'est un individu qui existe par sa non-existence. Comme il ne se présente pas devant les Camerounais en sont à l'imaginer partout. Et voilà comment les Camerounais ont poussé le ridicule jusqu'à organiser des inaugurations de cérémonies où c'est la photo de Paul Biya qui prononce le discours d'ouverture. La photo. On a parlé d'une photocratie. Sevré d'un président capable de travailler, de vivre avec son peuple, d'être au cœur de son peuple, les Camerounais ont inventé un fantôme présidentiel. Ils ont inventé l'adoration des photos. Et ils sont capables d'inaugurer une usine en faisant entrer la photo de Paul Biya en premier. Un peuple abruti par 42 années de mensonges, 42 années de violence, 42 années de vol, 42 années d'incompétence, 42 années de pilotage à vue. Voilà l'état de mon pays natal, le Cameroun. J'ai écrit un livre en 2014 dans lequel j'ai fixé l'état de ce pays. Je l'ai publié chez l'Harmattan à Paris, ce livre. Il s'appelle « Critique de la tragédie camerounaise ». J'y ai déposé ma compréhension scientifique de la barbarie qui règne au Cameroun et mon rejet ad vitam aeternam de l'art politique de Paul Biya, qui est celui de Satan. Celui qui consiste à diviser pour mieux régner. Celui qui consiste à utiliser les uns contre les autres pour dominer les uns et les autres. Celui qui consiste à mentir, à n'en plus finir. Celui qui consiste à s'accaparer des biens publics, à se comporter comme si c'était des biens privés. Celui qui consiste à jouer les anges de lumière, à tenter même, comme Biya l'a fait ces derniers temps, de se présenter comme un anticolonialiste, un libérateur du continent. Alors que cet individu, Paul Biya, a commencé sa carrière dans les pantalons des colons français. Ce sont eux qui l'ont promu dans la hiérarchie néocoloniale du Cameroun. Et son promoteur s'appelle Louis-Paul Ojula, le docteur Louis-Paul Ojula, connu pour son amour des hommes. Son amour exclusif des hommes. Parce que ce sont des choses que les jeunes Camerounais là, qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans ne savent pas. Louis-Paul Ojula. L'un des responsables de la perversion des valeurs sociétales au Cameroun. Ojula Louis-Paul. Un jour, les archives s'ouvriront pour savoir comment les promotions politiques ont été faites dans cette néocolonie. Et nous aurons honte de ceux que nous appelâmes naïvement un jour enfant président. Quand nous découvrirons que nous avons été pendant pratiquement 70 ans de nos vies dirigés par des ordures. Oui, il n'y a que la vérité qui puisse réveiller les Camerounais. Paul Biya, qui normalement devrait prendre acte de son échec et ne plus déranger les Camerounais, s'occuper des derniers jours de sa vie sur Terre, une vie hautement nuisible et inutile au peuple humain. Paul Biya sort de sa léthargie en Vomeka et il convoque tous les dirigeants d'Afrique centrale. Parce qu'il a appris qu'il y a quelque chose de grave qui arrive à l'horizon. Qu'est-ce qui arrive à l'horizon? Au point que Paul Biya appelle à un sursaut collectif. Au point que Paul Biya, habitué à dormir en plein jour, disent que la région de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale risque un désastre. Paul Biya est connu pour avoir été formé à l'université française de la langue de bois. C'est un menteur de sang-froid. Il est connu pour être incapable d'appeler un chat un chat. Quand lui, là,
ce vieux grigou, tellement habitué à mentir, à tromper, et à se tromper lui-même, au point de croire que c'est cela l'intelligence. Quand lui, il se lève et se met à utiliser des mots clairs, du genre, un désastre arrive. Quand lui, il se lève et il dit qu'il faut un sursaut, mais je sursaute de ma chaise, et je dis, mais, si le satrape reptilien, venu de Vomeka, lui-même reconnaît que le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale sont en train d'aller vers un désastre. Si lui, il a pu dire ça, mais c'est que le désastre a déjà lieu. Parce que Paul Biya, c'est le roi de la litote. C'est le roi de l'euphémisme. C'est le type qui ne dit jamais les choses telles qu'elles sont. Parce qu'il doit plaire à ses maîtres. Et que ses maîtres lui garantissent en retour de le laisser maintenir les Camerounais en esclavage. Paul Biya n'a jamais eu le courage d'appeler un chat un chat. C'est un grand reptilien très rampant, sans colonne vertébrale, qui, voilà, il va à Washington pour dire que les crédits que le FMI et la Banque mondiale donnent aux Africains sont des crédits hyper très chers, difficiles à rembourser. Et ce sont des crédits à des taux prohibitifs. Voilà un président. Il est président d'un pays où 80% des gens ne savent pas ce que ça veut dire taux prohibitif. C'est pour ça qu'il utilise cette expression. Parce qu'il espère que les Camerounais, pour la plupart, ne sachent pas ce qu'il a dit. Il espère que les Africains ne sachent pas ce qu'il a dit. Que les seuls qui le comprennent, ce soient ses maîtres. Et qu'ils disent, oh, l'esclave est un peu en colère là. Il parle de crédit à taux prohibitif. C'est quand même très fort de la part du vieux Biya quand même. Hein. Ah non, 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 mais c'est quelque chose, hein, s'il en est là. Oui, faites une enquête. À des taux prohibitifs. Ça, c'est un Français codé. Monsieur ne veut pas dire aux gens, on nous donne des crédits revolver, c'est-à-dire des crédits qu'on ne peut rembourser qu'avec des crédits. Et comme on rembourse un crédit avec un crédit, qu'est-ce qu'on doit faire quand le crédit du crédit est déjà fini? Mais on prend un crédit pour rembourser le crédit du crédit. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand le crédit du crédit est fini? On doit encore chercher un crédit pour rembourser le crédit du crédit. Ça donne le surendettement. Ça, c'est la spécialité de Paul Biya. Oligui Nguema qui vient à peine d'arriver au pouvoir au Gabon, déjà il est dans le surendettement. Quant à Sassou, le dictateur du Congo-Brazzaville, lui, 100% du PIB du Congo-Brazzaville sont consacrés à rembourser la dette. Tout ce qu'il y a comme argent gagné dans l'année au Congo-Brazzaville, il paye la dette avec ça. Paul Biya, comme vous voyez là, il est déjà au moins à 70-80%. La richesse qui est produite au Cameroun, chaque année, à 70-80%, elle est donnée au FMI et à la Banque mondiale pour rembourser les dettes des dettes. Sassou est déjà à plus de 100%. Oligui Nguema qui est arrivé l'autre jour là, il est déjà en train de grimper au Gabon. Parce que monsieur pense que il suffit d'emprunter. Donnez-nous. Il danse. Donnez-nous. Prêtez-nous. Il danse. Prêtez-nous. Et le FMI adore des moutons comme ça. Il te prête. Il te prête pour rembourser le prêt. Il te prête pour rembourser le prêt du prêt. Il te prête pour rembourser le prêt du prêt du prêt. Maintenant, c'est la corde qui est en train de monter à ton cou. Hein. Ensuite, il te prête pour rembourser le prêt du prêt du prêt du prêt. Après, il te dit, à partir de maintenant, c'est moi qui gouverne à ta place. Il envoie des ministres cachés dans tous les ministères. Ce sont eux qui se mettent à prélever les taxes. Et c'est ce qui arrive déjà dans toute cette région. Paul Biya a reçu une injonction du FMI et de la Banque mondiale pour prélever des taxes aux Camerounais. Il a donné l'ordre à Motazé. Motazé est en train de monter un impôt criminel où on va commencer à courir derrière les Camerounais dans la rue pour qu'ils payent. Comme à l'époque coloniale, on courait derrière les gens pour qu'ils payent ce que mes oncles appelaient le Kei tax. Le bout de fer de l'impôt. Kei tax. Ils veulent généraliser l'impôt au point que même la vendeuse d'arachide va devoir payer l'impôt. La vendeuse d'arachide avec l'arachide sur sa tête. Il y aura les agents des impôts pour courir derrière elle. Donne un peu. Et ils auront bien sûr les poches très larges. Quand la vendeuse ne peut pas leur donner l'argent, ils mettent une bonne poignée d'arachide dans la poche gauche et d'autres dans la poche droite. Oui, Paul Biya est en train de généraliser l'impôt sur le revenu à toute personne qui a un revenu au Cameroun. Or, les revenus sont tellement faibles
avec plus de 70% de la population qui vit en deçà du seuil de pauvreté. Si tu t'en vas donc prendre un impôt sur le revenu à une population que tu as appauvrie à 70%, mais tu veux les tuer. That one a die, oh, we don't die, finish. Et c'est ce que le FMI leur demande à tous. Une fois qu'il t'a prêté l'argent, il te prête de l'argent pour rembourser le prêt. Il te prête de l'argent pour rembourser le prêt du prêt. Il te prête de l'argent. Une fois qu'il t'amène à un certain niveau d'endettement, il te dit, tu vois, le taux est très élevé. Bon, il faut que nous-mêmes, on vienne t'ajuster. Il faut que nous-mêmes, on vienne vraiment piloter tes politiques parce que là, on se rend compte que tu n'es pas efficace. Terminé, c'est la recolonisation financière complète. C'est ce qui est en train de se passer en Afrique centrale. Alors, j'ai pris l'allocution de Paul Biya et j'ai essayé de savoir, selon Paul Biya lui-même, quelles sont les causes de la crise actuelle. La crise qui frappe la région CEMAC et qui menace cette région d'un désastre. Quelles sont les causes? Bien sûr que Paul Biya ne va pas se désigner, qui est fou. Bien sûr qu'il ne va pas désigner Obiangema qui est au pouvoir depuis 1979 pour dire que vraiment, on n'a même pas laissé les jeunes essayer de faire autrement. À Modian, à Ambazo Rondon, on n'a même pas essayé de partir pour que les jeunes là essayent autrement. On est assis. Moi, je suis là depuis 1961. Hein? Disons-le avec l'accent de Biya. Biya n'a pas été capable d'appeler Mbazo Rondon, Théodoro, de Guinée équatoriale, pour lui dire « Théodoro, c'est la vérité. Je suis là depuis 1961. Et toi, après avoir zigouillé ton oncle, Machiach Nguema, tu es là depuis 1979. Est-ce que ça ne serait pas intéressant qu'on laisse d'autres Équato-Guinéens et d'autres Camerounais essayer? Il n'est pas question de ça. Hein. C'est-à-dire que les gens, là, ils s'asseyent à Yaoundé, au sommet de la CEMAC, et ils sont les seuls à ne pas se rendre compte que le problème, c'est d'abord eux. Paul Biya est un problème. Obiangema est un problème. Sassou Nguesso est un problème. Oligui Nguema est un problème. Touadéra, Faustin Archange est un problème. Bon, Mahamat Kaka Déby est fatigué d'être un problème, il a envoyé son ministre des Finances. Lui aussi commence à être fatigué des vieux grigous là. Il dit, voilà des gens qui sont là. Ils sont là depuis avant moi, ils n'ont même pas eu le courage de faire ce que je viens de faire en N'Djamena. J'ai demandé à l'armée française de me montrer sa nuque. Et puis moi, je vais aller m'asseoir avec eux comment? Je suis le maréchal du Tchad, moi je ne me déplace pas comme ça. Est-ce que quand moi j'organise quelque chose chez moi, ils viennent? Quand Boko Haram m'a attaqué et a tué 100 de mes soldats, ils ont envoyé l'armée camerounaise, l'armée congolaise m'aider. Ils ont envoyé l'armée centrafricaine. Est-ce que l'armée équato-guinéenne a sauté dans les avions pour venir m'aider? Est-ce qu'ils m'ont envoyé même une sirène? Mahamat a dit, quittez devant moi. Le maréchal du Tchad reste Tchad. Obiangema n'a pas le courage de s'asseoir devant Paul Biya et lui dire, Monsieur le Président et Paul Biya, c'est grand frère. C'est vrai que ce que tu dis est très important. Pourquoi on n'a pas le courage de quitter un peu le pouvoir pour que les jeunes générations puissent tester les nouvelles idées? Il n'a pas ce courage. Et quant à Sassou, si vous rêvez que lui, Sassou, même son fils, Denis Christel, lui, Sassou va lui donner le pouvoir. Si Sassou est vivant, il voit Denis Christel qui marche vers le fauteuil, il va l'assommer. Wallahi. Sassou, il ne peut pas s'asseoir et dire, vous connaissez sa manière de parler, non? Popol, Théodoro, je crois que ça pourrait être intéressant quand on se retire du pouvoir pour permettre aux nouvelles générations d'essayer un peu aussi. Jamais il ne va dire ça. Si les Congolais sont assis en train d'attendre que Sassou dise ça, attendez encore. Si vous attendez que Biya dise ça, d'abord, on a un conglomérat d'individus qui sont les incarnations des problèmes de toute l'Afrique centrale. Il suffirait de les dégager, déjà ça fait un problème résolu. Tous là, tu les dégages. Déjà, l'Afrique centrale respire. L'Afrique centrale respire. Parce que ce sont des ordures indécrottables. Ce sont des gens qui ont contracté des réflexes de pensée, d'action, des comportements diaboliques. On ne peut pas les sauver.
Ces gens-là, ils ne peuvent pas être convertis au bien, c'est pas possible. Tu prends Biya, tu prends Sassou, tu prends Obiang, tu prends les Bongo et leurs héritiers. Il n'y a pas son bon dedans. Et regardez Touadéra qui est à leur école, qui passe son temps à les imiter. Il cherche son 3e mandat actuellement. Il s'en va mendier 10 millions d'euros d'aide française au développement. Il court après les jetons, alors qu'il marche sur une terre centrafricaine infiniment riche. Mais il n'a pas le courage de la souveraineté. Parce que monsieur veut jouir du pouvoir. Les voilà. Un conglomérat de problèmes. Est-ce que vous savez que la réunion devait avoir lieu à Bangui? Parce que le président en exercice de la CEMAC, ce n'est pas Paul Biya. C'est Faustin Archange Touadéra. Mais ce monsieur-là, la réunion l'a dépassé. Il ne peut pas organiser une réunion de cette importance. C'est lui qui a couru à son téléphone. Je l'entends là, sur mon téléphone. Allô? Allô? Ah, monsieur le président, c'est votre fils. C'est Faustin. Non, je préfère que vous organisiez ça à Yaoundé. Puisque moi-même, j'aime beaucoup la ville de Kribi. J'ai un petit coin là-bas que vous connaissez. Je vais en profiter pour descendre un peu là-bas. J'aime trop Kribi. J'aime la plage et tout ce qui va avec. Non, 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 mais Touadéra, c'est toi le président de la CEMAC. C'est toi qui dois sonner la sonnette d'alarme. Eh non, papa, grand frère, moi je ne peux pas faire ça devant toi. J'ai beaucoup de respect pour la tradition africaine. Non, je préfère que ça soit à Yaoundé. D'ailleurs, moi-même, je suis un docteur de l'université de Yaoundé et de Lille. J'aime beaucoup Yaoundé. Non, on fait ça à Yaoundé. Moi-même, je serai assis à tes côtés. Tu me donnes des instructions. Non, tu es mon papa. Tu es mon papa. Non. Voilà un chef d'État qui est le président de la communauté et qui est incapable de tenir les réunions d'urgence de la communauté dans sa capitale. Parce que, en réalité, ils sont tous dans une logique de chercher des soutiens du FMI, soutien de la Banque mondiale, soutien de la France, soutien de l'Union européenne pour rester au pouvoir à la tête des Africains. Ils s'en foutent de savoir combien d'Africains vont mourir dans leur politique. Ce n'est pas leur problème. Tout le monde là n'est préoccupé que par une chose, durer au pouvoir. Paul Biya leur a montré le chemin. Ne dure pas au pouvoir. Qui peut, mais qui veut. Donc ça, c'est la devise de Touadéra actuellement. Durer au pouvoir. C'est la devise d'Oligui Nguema. Durer au pouvoir. C'est la devise d'Obiang Nguema. Lui, il est là depuis 1979. On n'apprend pas la grimace au vieux singe. C'est la devise de Sassou. Il avait quitté un peu le pouvoir, mais non, 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 il a failli devenir fou quand il n'était pas au pouvoir. Depuis qu'il est revenu, il a promis que seule la mort peut m'enlever ici. Alors, pourquoi ils se réunissent? Je suis en train d'essayer de vous planter le décor. Pourquoi ces gens-là se sont réunis? Quel est leur problème? Dans le discours de Biya et les discours qui ont été dits là-bas, j'ai identifié leurs problèmes. Je dis que leur problème, c'est d'abord eux-mêmes. Les dirigeants d'Afrique centrale sont tous des dirigeants incongrus. Ce sont des dirigeants indignes de représenter les peuples d'Afrique centrale. C'est un conglomérat, en réalité, de bourgeois compradors, d'individus sans pitié pour leur peuple. Ça, c'est un jugement valable pour la totalité des dirigeants d'Afrique centrale. Ils sont sans pitié envers leur peuple. L'une des choses qui m'a toujours blessé dans mon pays natal, le Cameroun, c'est l'absence de pitié, l'absence de compassion que ceux qui dirigent mon pays natal ont envers notre peuple. C'est-à-dire que depuis la période coloniale où ils ont été sélectionnés, on leur a appris à détester leur peuple. Il y a un manque d'amour incroyable. Il y a une haine des dirigeants camerounais envers le peuple camerounais qui est rationnellement inexplicable. C'est presque une haine mystique. Parce que la direction du peuple camerounais actuel a été imposée à ce peuple par le colonialisme français. Et cette direction a participé au massacre des Camerounais. Vous comprenez? Ils ont accompagné le colonialisme français dans l'assassinat, le génocide de plus d'1 million de Camerounais. Et ils ont contracté là un atome, un chromosome de méchanceté. Ils sont méchants depuis ce temps. En effet, quand tu as participé à la chose la plus grave contre les tiens, jamais tu ne peux te réconcilier avec eux. Tant que tu n'as pas avoué ce que tu as fait. L'élite politique camerounaise en particulier est une élite qui hait, qui déteste le peuple camerounais. Parce qu'elle sait le mal qu'elle lui a fait, le mal dont elle vient, le mal dont cette élite même est faite.
Mais maintenant, ils ont identifié un certain nombre de problèmes qui se posent à eux. Le budget de la région est déficitaire. Toute la région est en déficit, elle est à moins 0,7% en 2024 et on prévoit moins 1,9% en 2025. C'est-à-dire que toute la région CEMAC est en fait désormais à découvert, pour utiliser le langage bancaire. La capacité de paiement de la région CEMAC est inférieure à ses besoins. Les recettes de toute la région CEMAC sont inférieures à la dépense de la région CEMAC. Donc c'est une région déficitaire. C'est un peu comme un père de famille qui reçoit 1000 euros, qui reçoit 3000 euros par mois et qui dépense 6000. Où est-ce qu'il prend les 3000 autres? Mais dans le crédit. Et comme le crédit n'est pas négocié en position de force, il va prendre les 3000 autres dans des crédits à un taux d'intérêt élevé. On peut lui mettre le taux d'intérêt à 10%, à 15%, à 20%, à 30%. Puisqu'il lui faut vivre, il prend. Mais en fait, dès lors que quelqu'un qui gagne 3000 euros emprunte 3000 euros avec un taux d'intérêt très élevé, 3000 euros qui sont utilisés pour la consommation, même pas pour l'investissement, même pas pour la création de nouvelles richesses, quelle est la conséquence? Au bout d'un certain temps, en fait, son endettement augmente. Il est obligé de prendre un crédit pour combler désormais le trou, non pas simplement du capital qu'il avait emprunté, mais des intérêts. Il rentre dans une spirale, c'est la situation de la région d'Afrique centrale. Ça, c'est la première cause qui a été reconnue. Un endettement croissant de la sous-région. Il a été révélé lors de ce sommet que le Congo, par exemple, Brazzaville, en est à 100% de son PIB. 100% des richesses qui sont produites chaque année au Congo sont utilisées pour payer la dette. Donc, en fait, le Congo n'a pas officiellement de quoi vivre. Tout ce qu'on gagne au Congo, voilà ce que Sassou Nguesso Béni a réalisé. Bien sûr qu'il y a des gens là-bas qui vont vous dire, mais il y a des pays occidentaux chez qui la dette est à 200% au-dessus du PIB. Mais attention, un pays qui a un PIB, mettons, de 30 000 milliards de dollars, peut se permettre d'avoir une dette, mais à 200%. Et il a déjà un PIB de 30 000 milliards de dollars qui permet amplement à sa population de vivre et de faire des affaires. Mais un pays qui a un PIB annuel, mettons, de 6 000 milliards de CFA, mais est-ce qu'il peut se permettre, ce pays-là, d'avoir une dette à 100%? Comment il va faire vivre son pays? Un pays qui a 6 000 milliards et qui doit dépenser 6 000 milliards. Qui doit dépenser 6 000 milliards pour payer chaque année la dette. Vous voulez qu'il fasse comment? Les pays qui ont 200% là, ils ont une capacité spéculative telle que, ils peuvent même endetter leurs créanciers. C'est-à-dire que tu lui prêtes de l'argent, mais en fait, tu viens de contracter toi-même une dette avec lui. Parce qu'il trouve toujours des acrobaties financières pour faire porter la dette occidentale, la dette américaine au reste du monde. Ils savent comment ils font. Bon. Donc, endettement. Mais il y a une deuxième cause qui a été avouée par Paul Biya et que j'ai trouvé dans les discours de tout le monde là-bas. Les réserves de change qui sont fragiles. C'est quoi les réserves de change? Les réserves de change, ce sont les réserves de monnaie étrangère qui permettent d'acheter des marchandises à l'étranger, c'est-à-dire d'importer. Les réserves de change, ce sont des réserves de monnaie étrangère permettant d'acheter des marchandises à l'étranger. Pour la zone CFA, par exemple, il faut des réserves de change en euros, des réserves de change en dollars, des réserves de change en yuan, peut-être en roubles, peut-être en roupies. Bref, parce que c'est avec la monnaie étrangère que tu peux aisément acheter des biens dans les pays étrangers qui ont des marchandises qui t'intéressent. La norme de sécurité dans cette sous-région de la CEMAC, c'est que la région doit disposer de réserves d'échange qui permettent de tenir 5 mois d'importation. Et on dit que la limite qu'il ne faut pas franchir, il ne faut pas être en deçà de 3 mois. Or, actuellement, la région a des réserves de change qui sont inférieures à 2 mois. Toute l'Afrique centrale n'a pas de quoi payer au-delà de 2 mois ces importations. Donc, les caisses des banques sont vides.
C'est la deuxième raison. Mais pourquoi les réserves de change sont-elles vides? Mais parce que les bons monsieur ne génèrent pas de richesse. Ce sont des États uniquement dépensiers. Ce sont des États qui sont des gouffres. Ce sont des États qui n'investissent pas et qui ne créent pas de la richesse. Donc tout argent qui entre est immédiatement englouti. D'abord par la corruption. Monsieur Biya vole, son clan vole, le gouvernement vole, les présidents des sociétés publiques et parapubliques volent pour eux. Une partie de la douane vole pour elle. Une partie même des hommes d'affaires volent pour elle. Une partie de la société vole pour elle. Et il ne reste plus rien même pour le pays. Ce sont des volodromes. C'est le cas du Gabon. C'est le cas du Congo. C'est le cas du Tchad. C'est le cas de la République centrafricaine. Une gestion gabégique qui est pointée comme étant une mauvaise gouvernance chronique de la sous-région. Donc, les bons monsieur n'ont pas de réserve de change parce que les économies ne sont pas diversifiées, parce que les fonds qui rentrent ne sont pas investis dans des affaires qui produisent des bénéfices. Ce sont des fonds qui sont consommés. Voilà comment les bons monsieur n'ont pas de quoi acheter, par exemple, à partir du mois de mars 2025, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Tchad, le Congo-Brazzaville, le Gabon, n'ont pas de quoi, la République centrafricaine, n'ont pas de quoi acheter des marchandises à l'étranger à partir du mois de mars. Donc les comptes sont rouges. Les comptes sont rouges. Ce qui veut dire qu'ils vont se retrouver en cessation de paiement, même des salaires des fonctionnaires. Ils vont être incapables même de faire fonctionner l'État. Bon, ça c'est la deuxième raison. Donc voilà une bande d'individus qui sont à la tête de l'une des régions les plus riches du monde et qui sont incapables de dégager de cette région-là un excédent commercial. Il y a 6 pays assemblés: Cameroun, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Gabon, République centrafricaine, Tchad. 7 pays. Il y a 7 pays rassemblés et ils ne sont pas capables de produire un excédent. Et certains pays sont tellement mal gérés que l'excédent qui est produit par les autres est englouti par eux, puisqu'ils ont une unité de caisse au niveau de la Banque centrale. Bon. Il y a une troisième raison pour laquelle l'Afrique centrale brûle. C'est l'inflation persistante, malgré pourtant les cours favorables du pétrole. Alors, qu'est-ce que c'est que l'inflation? L'inflation, c'est l'augmentation des prix des produits de première nécessité, à commencer par le carburant. Tout est cher en Afrique centrale. Le paysan, la ménagère, l'ouvrier, le salarié, le fonctionnaire payent cher pour les produits de première nécessité. Question, pourquoi? Pourquoi tout est aussi cher? Mais d'abord, parce que la production n'est pas diversifiée, il n'y a pas de compensation entre les États. Les États ne se sont même pas suffisamment spécialisés dans certains produits pour que ce que l'un produit moins, l'autre le produise plus et qu'ils se compensent en faisant de l'import-export entre eux. Mais c'est parce que la spéculation est très forte. Comme ce sont des marchés qui sont sous le pouvoir des multinationales étrangères et de quelques capitalistes locaux, mais les gens sont capables de faire monter les prix artificiellement. Il suffit qu'ils stockent un peu plus longtemps que d'habitude. Si on veut faire grimper le prix de l'huile à Douala, on bloque juste les magasins d'huile pendant une semaine. Tous les propriétaires de magasins d'huile s'entendent dans leur syndicat pour ne pas faire sortir l'huile pendant une semaine. Ce qui provoque l'effet de rareté de l'huile. Et si l'huile coûtait 1000 francs CFA le litre, comme l'huile devient rare, elle monte à 2000. Quand elle monte à 2000, ils libèrent l'huile. Ça sort en ville. Donc il y a des spéculateurs qui s'amusent avec les prix en fabriquant artificiellement la rareté. Mieux, ce sont des économies tellement mal contrôlées qu'il y a des gens qui produisent dans le pays, mais qui préfèrent vendre leurs produits à l'étranger que de le vendre dans le pays. En le vendant à l'étranger, ils font un plus grand bénéfice, alors qu'en le vendant au pays, ils font un moindre bénéfice. Et les États sont tellement mal coordonnés qu'ils ne peuvent pas encadrer ces sorties de marchandises qui auraient dû être écoulées dans le marché intérieur pour faire baisser les prix. Donc, l'inflation. Si vous ajoutez à cela le fait que l'Africain dans la zone CFA est le plus grand sevré de crédit qui soit. Les banques commerciales dans la zone CFA ne prêtent pas aux particuliers africains. La plupart des hommes et des femmes africains ont passé toute leur vie sans bénéficier d'un crédit d'une banque africaine. Pour la raison toute simple qu'on ne fait pas confiance aux citoyens africains dans ce système.
on fait davantage confiance aux multinationales étrangères parce qu'elles bénéficient de la garantie de la tutelle. Inflation persistante. J'ai trouvé une quatrième raison pour laquelle c'est chaud. Paul Biya dit qu'il serait temps de rapatrier les devises liées aux activités minières et pétrolières. Donc, Paul Biya nous donne une quatrième information. Vous savez ce qui se passe? Quand on exploite l'or, le diamant, on exploite l'uranium, le manganèse, le lithium. Quand on exploite le pétrole, le gaz, au Cameroun, en Guinée équatoriale, au Congo, au Gabon, les multinationales là, quand elles vendent ce qu'elles ont extrait du sol tchadien, camerounais, centrafricain, congolais, gabonais, vous savez ce qu'elles font? Elles se font payer directement sur le marché international, dans leur compte bancaire placé à l'étranger. Ça veut dire par exemple que prenez un groupe comme Total. Quand Total prend le pétrole du Congo pour le vendre à l'international, lorsque Total est payé en dollars, l'argent en question n'est pas déposé dans le compte de Total au Congo. Il est déposé dans le compte de Total en France, en Suisse, en Amérique. C'est là-bas que cet argent-là est fructifié. Par conséquent, alors que les entreprises extractives sont basées chez nous en Afrique, les profits que ces entreprises extractives font ne sont pas stockés dans nos banques. Car si ces profits étaient stockés dans nos banques, dans des comptes bancaires de ces entreprises en Afrique, mais nos banques pourraient, elles aussi, spéculer sur ces profits. Elles pourraient taxer ces profits. Et nos États pourraient également taxer ces profits, ce qui augmenterait les recettes des États, les gains des banques commerciales nationales, et ce qui permettrait à ces banques d'avoir suffisamment de liquidités pour prêter à d'autres particuliers et stimuler l'investissement. Vous comprenez? Or, qu'est-ce qui se passe? Quand Total vend le pétrole congolais, ou le pétrole camerounais, ou le pétrole équato-guinéen, Total se fait payer sur son compte en France. Donc, les équato-guinéens ne voient jamais les millions de dollars, les centaines de millions de dollars qui sont versés à Total. Ça ne repasse jamais par un compte équato-guinéen, gabonais, camerounais, tchadien, rien. Quand notre pétrole s'en va, il est parti comme ça. Quand notre gaz s'en va, il est parti comme ça. Ça s'appelle adieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une interaction vivante entre le marché international des matières premières et le système financier de l'Afrique centrale. Ça s'appelle va, mais il n'existe pas de revient. Paul Biya dit il faut rapatrier les devises liées aux activités minières et pétrolières. À qui le dit-il? Il s'adresse aux grandes puissances occidentales et aux multinationales occidentales qui exploitent les richesses minières et pétrolières en Afrique, prétendent avoir des succursales africaines de leur groupe, mais ne déposent pas leurs profits dans les banques africaines. Et par conséquent, ne nourrissent pas, n'injectent pas des fonds neufs, et cela de manière régulière dans l'économie africaine. Ça, c'est là la quatrième raison. Mais ce n'est pas fini. Il y a une cinquième raison que j'ai découverte. En écoutant leur discours, il faut que vous sachiez pourquoi il y a le feu. Cinquième raison. C'est la baisse des réserves de change des pays africains auprès de la Banque de France. Parce que l'Afrique de l'Ouest a récupéré ses réserves de change. La BCAO a récupéré ses réserves de change qui étaient stockées à la Banque de France, qui spéculait dessus et récupérait un taux d'intérêt. La BEAC, Banque des États d'Afrique centrale, n'a pas récupéré ses réserves de change. Elle a encore ses réserves de change à la Banque de France. C'est-à-dire que lorsque les pays d'Afrique centrale veulent acheter quelque chose dans le monde, ils payent en CFA à la Banque de France et la Banque de France paye en euros à ces autres pays du monde. Quand les pays du monde veulent payer les pays de la zone BEAC, ils payent la Banque de France en euros et la Banque de France déduit cela en CFA pour les pays africains, en gardant une marge sous la forme d'un taux d'intérêt dans ses propres caisses. Quand il y a un pays africain qui a des réserves de change, un pays d'Afrique centrale qui a des réserves de change déficitaires à la Banque centrale, la Banque de France emprunte les réserves de change d'un autre pays
d'Afrique centrale et bouche le trou de celui qui est en déficit. Comme par exemple le Congo, actuellement est en déficit, ou la République centrafricaine. On prend dans l'excédent du Cameroun, on met dans le compte de la République centrafricaine, et on dit à la République centrafricaine, tu vas rembourser le Cameroun avec un petit intérêt. Et nous-mêmes, les Français qui organisons ça, tu nous payes. Parce qu'on ne fait pas ce travail-là pour rien. Donc, voilà comment on organise. Il y a un système d'endettement permanent de ces pays, et leurs réserves de change, eh bien, sont ponctionnées. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose il y a 2-3 semaines ici en Europe. Il ne faut pas que ça vous échappe. C'est la Banque centrale européenne, qui a baissé ce qu'on appelle le taux directeur. Donc, qui a légèrement, en fait, qui a dévalué la monnaie européenne. Légèrement. Qui a baissé le taux directeur de la Banque centrale dans le but de stimuler les exportations et de faciliter le fonctionnement de la zone euro. Mais, alors que eux, ils bougent avec leur taux directeur, ils sont capables de moduler leur taux directeur. Tantôt, ils l'augmentent en fonction de leurs intérêts, tantôt, ils le baissent. Nous, qui sommes dans la zone CFA, nous, notre convertibilité, c'est-à-dire la parité entre la monnaie du franc CFA et la monnaie européenne, elle est fixe. Par conséquent, quand l'euro varie par rapport au dollar, ça se répercute sur le CFA. Quand, par exemple, l'euro baisse et que le dollar augmente, ça veut dire que ceux qui sont en CFA vont s'attendre à un affaiblissement du CFA par rapport au dollar. C'est-à-dire que l'euro nous communique ses maladies. Mais il ne nous communique pas ses cadeaux. Quand l'euro va bien, on n'a rien. On n'a rien, puisqu'on a toujours le même taux. D'accord? Mais quand l'euro va mal, on attrape ses maladies. Quand l'euro se déprécie, il nous dévalue derrière. Parce qu'en fait, il nous rend incapables d'être compétitifs par rapport à la grande monnaie qui est encore la monnaie du commerce international, pour quelque temps encore le dollar. Par conséquent, les manipulations du taux directeur de la Banque centrale européenne sont en fait des dévaluations implicites du franc CFA. Comme le franc CFA est fixe et que c'est l'euro qui change, l'euro change le CFA. Par exemple, si vous êtes en train de courir et vous sautez sur le dos d'un cheval qui lui court à 100, vous êtes en train de courir à 30 km/h. Vous sautez sur le dos d'un cheval qui court à 80 km/h. Mais vous ne courez plus à 30 km/h. Vous courez désormais à 80, n'est-ce pas? Vous, votre capacité de courir à 30 km/h, elle est la même. Mais avec le cheval là, vous vous retrouvez en train de courir plus vite que d'habitude. Parce que ce n'est pas vous qui pilotez la course. C'est la situation du franc CFA par rapport à l'euro. Le taux d'intérêt de l'euro, qu'on appelle le taux directeur de l'euro, quand il est modulé et qu'il affaiblit l'euro par rapport au dollar, eh bien automatiquement il affaiblit le CFA. Le CFA en bave. Le CFA en bave. Or, les Européens ont commencé à moduler leur taux dans le but de faire payer aux Africains leur déficit. Vous voyez comment ils sont? Quand ils modulent leur taux comme ça fait que les Africains sont contraints de donner plus de richesses en échange de l'euro. Les Africains sont tenus de donner plus de richesses en échange du dollar. Alors qu'on n'a pas changé du point de vue de l'écriture la parité, en fait la parité est modifiée au détriment des Africains puisqu'ils se retrouvent dans le marché international avec des conditions qui ne sont pas avantageuses. Donc Paul Biya observe que les Européens ont changé le taux d'intérêt des réserves de change déjà des pays africains au niveau de la Banque de France, parce qu'entre-temps, le taux d'intérêt de la Banque centrale européenne a changé. Et on se rend compte que l'Afrique centrale va se retrouver en situation de grosses difficultés face à l'augmentation du prix du dollar. Le dollar va être fortement apprécié par rapport au franc CFA. Et par conséquent, ça veut dire qu'on est en train de dévaluer. On est en train de dévaluer le franc CFA en plein jour. Et c'est pour ça que le vieux Biya est sorti de son sommeil dogmatique pour venir dire aux gens, groupons-nous pour menacer un peu le patron. Si nous ne faisons pas un sursaut, nous allons vers un désastre. Ça veut dire quoi? Si on laisse Emmanuel Macron et le ministère français de l'économie et des finances continuer cette politique baissière
d'abord des intérêts africains au niveau du compte d'opération, si on les laisse continuer à manipuler le taux directeur européen de telle façon que le franc CFA se retrouve en situation de faiblesse totale face au dollar, nous allons nous retrouver avec les Africains armés de pioches et de couteaux et de machettes et de pilons aux portes des palais présidentiels. C'est pour cela que Paul Biya est sorti. La seule chose qui bouge Paul Biya, c'est la peur de perdre le pouvoir. Paul Biya voit venir une immense colère populaire. Si à un moment donné, les Camerounais, les Gabonais, les Équato-Guinéens, les Tchadiens, les Centrafricains ne peuvent même plus se débrouiller parce qu'on va venir les poursuivre dans la rue pour payer l'impôt sur le revenu, alors même qu'on ne leur a pas assuré un revenu, ce peuple-là, qui jusqu'ici a gobé des mouches, a accepté tous les mensonges, toutes les brutalités pratiquement de Biya, ces peuples-là vont sortir comme un seul homme et ce sera la révolution d'Afrique centrale. Paul Biya est sorti, pour dire aux autres présidents d'Afrique centrale, une immense révolte populaire arrive. Parce que nous ne serons même pas capables d'assurer le fonctionnement minimal de nos États. Ça, c'est un. De deux, parlons le même langage face à la France et à l'Union européenne pour leur dire, vous êtes en train de dévaluer notre monnaie. Vous êtes en train d'effondrer notre monnaie. Mais les problèmes que ça va déclencher là, vous-même, vous allez perdre dedans. Vous nous fragilisez, mais vous allez y perdre. Parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Et Paul Biya dit, il faut un sursaut collectif. Ça veut dire qu'il ne veut pas parler seul. Si c'est lui seul, Paul Biya, qui parle, c'est sur lui seul qu'on va organiser un coup d'État. Comme cela se prépare déjà contre lui. Puisque lui veut organiser la succession de son fils Franck, la France-Afrique prépare un général ou un colonel pour le renverser et instaurer une transition au Ligi Ngemaïque au Cameroun. Paul Biya le sait. Et voilà pourquoi il menace ses maîtres. Si vous faites ça, ça ne va pas se passer comme vous pensez. Hein. L'Afrique a beaucoup changé. Il appelle Touadéra. Touadéra, est-ce toi le président de la CEMAC? Tu n'as pas le courage de parler. Mais quand tu ne pourras même pas avoir tes misérables 10 millions de dollars que tu es allé demander à Macron, tu vas voir. Ongaïen, tu vas voir. Il appelle Obiang Nguema. Obiang, si cette fois-ci, on n'a pas le courage de leur dire, arrêtez de nous dévaluer en douce. Vous allez provoquer des révoltes, des guerres civiles atroces. Si tu n'as pas le courage de ça, ne t'étonne pas que Teodorino ne soit pas le prochain président de Guinée équatoriale. Manga Karoua. Il appelle Oligui. Oligui Nguema, depuis que tu es arrivé à la tête du Gabon, tu n'arrêtes pas de dépenser. Tu ne sais pas que quand tu dépenses, le déficit, là, c'est nous tous qui payons. Oligui, il ne faut pas t'amuser avec moi. Depuis que tu es à Libreville, tu penses qu'on s'improvise économiste comme ça? Tu dois venir me demander. Voilà maintenant que le budget du Gabon dérape. Et on nous dit, oh, vous dépensez trop. On ne peut même plus vous prêter les 180 milliards que vous demandez. Paul Biya les a appelés pour leur parler comme ça. Hein. Que, attention, on va vous chasser tous des palais. Hein. Moi, j'ai déjà fait 42 ans. Même si on me chasse là, j'ai vécu. Mais vous commencez à peine. Déjà, vous n'avez pas compris les gens là. Voilà pourquoi Paul Biya est sorti. Paul Biya n'est pas sorti pour sauver le Cameroun. Il n'est pas sorti pour sauver la CEMAC. Paul Biya est sorti parce que son pouvoir est en danger. Il voit venir une crise pire que les émeutes de 2008. Déjà, ils sont en train d'augmenter la fiscalité. Avec Moutazé qui veut taxer les pousseurs. Moutazé qui veut taxer les vendeurs de cigarettes au bord de la rue. Moutazé qui est prêt à taxer les vendeurs d'oranges pelées. Moutazé qui va courir derrière nos mamans qui sont en train d'aller au champ pour leur demander de laisser 2 tubercules en guise d'impôt. Moutazé qui veut entrer dans la moindre petite échoppe pour récupérer l'argent. Paul Biya sait que quand tu touches à ça, c'est-à-dire à la débrouillardise du Camerounais, là il devient intraitable. Moutazé qui veut augmenter les taxes de Ben Sikin dans toutes les villes camerounaises,
Les pauvres gars qui se débrouillent avec une moto pour vivre, ils veulent les augmenter. Ils vont augmenter les taxes des taxis, augmenter les taxes des fonctionnaires. Monsieur va augmenter les taxes des salariés. Paul Biya sait que le feu arrive. Et si une dévaluation venait à être confirmée, c'est la fin des carottes. C'est la fin des carottes. Ça veut dire que la totalité des revenus de tous ces pays-là ne seront même pas capables de payer la dette extérieure. Par conséquent, ils ne pourront même pas fonctionner. Donc, voilà les motifs que j'ai repérés. Paul Biya a peur d'une dévaluation parce qu'en plus des facteurs que j'ai cités, cela voudrait dire que les États vont être bloqués. Si les États vont être bloqués, il va y avoir des révoltes sociales. S'il y a les révoltes sociales, Paul Biya tombe. Obiang Nguema tombe. Oligui Nguema tombe. Sassou Nguesso tombe. Mahamat Idriss Déby Itno tombe. Touadéra, Faustin Archange tombe. Si les révoltes sociales éclatent en Afrique centrale, avec une ampleur de mobilisation d'1, 2, 3 millions de citoyens, en mouvement dans tous ces pays-là, c'est terminé. Toutes les tyrannies d'Afrique centrale tombent à l'eau. Or, en face, que fait le FMI et la Banque mondiale? Ils ont dépêché des agents pour assister au sommet de la CEMAC et étudier les économies d'Afrique centrale pour indiquer au dictateur l'endroit où il doit aller arracher l'argent. Ils viennent en Guinée équatoriale. Ah, mais vous, Obiang Nguema, vous n'avez pas suffisamment prélevé des taxes à tel endroit. Allez chercher ça, vous nous payez. Biya, mais il faut taxer les fonctionnaires là. La catégorie A là, ils ne payent pas assez. Oligui Nguema, venez. Vous voyez les gens là, les contremaîtres, ceux qui revendent le bois là, il faut les taxer, ils ne sont pas assez taxés. Mais écoutez, les femmes qui font du Bayam Selam et qui possèdent des entreprises qui ont un capital d'autour de 300 000, 400 000, il faut leur demander de donner au moins 30 000. Non, quand même, 30 000. Toute entreprise minimum qui gagne 300 000 de bénéfices par mois, elle donne 30 000. 30 000. Ouais. Non, tu dois faire ça. Oligui, vas-y, on est derrière toi, on va te soutenir. Ils sont venus aider ces gouvernements à ponctionner davantage la population. Et quel est le but de toute cette opération? Empêcher le développement de l'Afrique centrale, de telle façon que l'Afrique centrale demeure un réservoir de matières premières que l'on peut ramasser ad vitam aeternam, qu'elle ne s'industrialise pas, que la misère ainsi entretenue artificiellement maintienne la dépendance à la dette extérieure, cette dépendance à la dette extérieure étant la condition de la soumission politique, la soumission économique, la soumission mondiale, géopolitique, diplomatique, géostratégique. Bref, le FMI et la Banque mondiale, à travers la dette, à travers les politiques d'ajustement structurel, sont dans une logique de recolonisation financière du continent. C'est cela. Et les roitelets d'Afrique centrale, qui ont une telle haine pour leur peuple, ne songent qu'à tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire à sauver leur pouvoir. Je vous ai récapitulé toutes les raisons pour lesquelles Paul Biya panique. C'est très rare chez lui de paniquer. Si vous le voyez sortir, utiliser des mots comme désastre, sortir, appeler au sursaut, c'est qu'il a vu la fin de son pouvoir. La seule chose qui intéresse Paul Biya, c'est de mourir au pouvoir. C'est de céder le pouvoir à son fils Franck pour protéger ses arrières et tout ce que son clan et lui ont volé. Quand Paul Biya sort, c'est parce qu'il voit que ce plan est menacé. Avant, il pensait que c'est seulement la France-Afrique qui menace le plan en tentant d'imposer un général contre lui, contre son successeur qu'il s'est auto-désigné. Mais là, il se rend compte que si le peuple camerounais est mis sous pression, comme il commence à l'être, il va être ingérable, imprévisible et impondérable. Et que c'est même cela qui va précipiter sa chute. Donc il sort pour demander au conglomérat de dictateurs de l'Afrique centrale de s'unir comme un seul homme pour empêcher Paris de dévaluer encore. Car, en fait, dans tout ça, parlons de Paris. J'espère que vous avez remarqué que dès qu'il y a une crise financière et économique en France, elle se communique littéralement comme les vases communicants, elle se communique vers l'Afrique francophone, vers toute la zone CFA. Pourquoi? Parce que la classe politique française a pris l'habitude de compenser ses déficits budgétaires avec l'argent de l'Afrique. Or, les Africains sont maintenant réfractaires à payer. La France
ne peut plus prélever des richesses comme elle le faisait au Sahel, au Mali, au Burkina et au Niger. D'ailleurs, au passage, le président nigérien a délivré une allocution monumentale aujourd'hui. Je vous la commenterai demain, mercredi. C'est une allocution qui est une thérapie collective, une allocution extraordinaire. Vraiment, le président Tiani a parlé à son peuple et il a parlé à l'Afrique pour des siècles, des siècles. Je décortiquerai ce discours, si Dieu m'en donne l'énergie, demain. Je l'ai écouté une fois aujourd'hui et je me suis dit, laisse dormir ce discours en toi. Ce que le président Tiani a dit aujourd'hui au Niger est quelque chose qui doit être écouté, médité, compris, diffusé dans toute l'Afrique et dans toutes les générations africaines du monde. Je ferme la parenthèse. Revenons à la France. La France est en crise parce qu'elle est en déficit, parce que la France a aussi un déséquilibre entre ses recettes et ses dépenses. La France vit à crédit. Et la note de la France dans le marché financier international a été abaissée parce qu'on considère que la France est un mauvais créancier à cause de sa crise budgétaire structurelle. L'absence même d'un budget, puisqu'il n'y a pas de budget de la France à l'instant où je vous parle, qui soit voté. Le Premier ministre Barnier a été renversé quand il a voulu proposer un budget favorisant les élites et creusant encore plus l'écart entre l'élite oligarchique française et le peuple. Donc la France est en crise. Elle est en crise parce qu'elle manque d'argent. Elle n'a pas de réserve suffisante pour affronter ses besoins. Or, elle a pris l'habitude, chaque fois qu'elle entre dans des périodes comme ça, de dévaluer le CFA. Mais qu'est-ce que c'est que dévaluer le CFA? Pour la France, c'est compenser ses trous budgétaires par les richesses africaines. Car quand on dit que le franc CFA coûte moins que l'euro, cela veut dire que quelqu'un qui est dans la zone euro, et dans le cas d'espèce, notamment la France, peut accéder à un plus grand nombre de richesses de la zone africaine CFA que par le passé. Par exemple, là maintenant, pour 1 euro, tu as 650 francs CFA. Mais si demain, on vous dit que pour 1 euro, tu as désormais 1300 francs CFA. Si on te dit que pour 1 euro, tu as désormais 1300 francs CFA, cela veut dire que quelqu'un qui a 1 euro pourra avoir dans le système économique de l'Afrique, dans la zone CFA, il pourra avoir des richesses qu'il n'avait pas quand 1 euro valait 650 francs CFA. Donc en fait, c'est quoi la dévaluation? C'est du vol déguisé par une décision bancaire. La dévaluation, c'est le vol. Surtout quand elle est décidée par une puissance étrangère. La puissance étrangère en question dit, donne-moi une quantité plus importante de tes richesses pour une quantité moins importante de mes richesses. Paye-moi plus qu'avant. Ce que tu me donnais avant est peu. Donne-moi 2 fois plus, 3 fois plus, 4 fois plus. C'est ça la dévaluation, pilotée de l'étranger. Or, la France, économiquement, a pris l'habitude de dévaluer le CFA pour boucher ses trous budgétaires, puisque les réserves du CFA étaient déclarées au budget de la France. Et elles le sont encore. La zone de la BCEAO, la zone de l'UEMOA, a retiré 5 milliards d'euros de ses réserves en 2021. Mais la zone d'Afrique centrale ne l'a pas fait. C'est-à-dire que l'argent des Africains qui est stocké dans les comptes d'opération en France est déclaré au budget français. Quand les Africains se mettent donc à dire « renvoyez-nous notre argent », cela veut dire vider les comptes du budget français. Cela veut dire creuser le déficit français. Or, en France, ils n'ont pas prévu de mécanisme pour boucher le déficit sans l'exploitation de l'Afrique. Et c'est ce que reconnaît un incontournable de nos conférences. Vous le connaissez ou pas? On lui donne la parole. L'incontournable. Vous le connaissez? Vous avez besoin de son imprimatur? Monsieur Chirac, venez ici rappeler d'où vient l'argent que nous avons en France. Et du coup, on comprend que quand le Mali, le Burkina, le Niger ferment le robinet, ça chauffe. Ça chauffe. Ça ne va plus. Et on cherche à dévaluer les derniers. Hein? On cherche à dévaluer les derniers. Écoutez, Monsieur Chirac, rappelez à nos amis, rappelez à nos amis en France d'où est-ce que vient l'argent que nous avons dans notre poche ici.
Le rappel sauve l'âme. On oublie seulement une chose. Oui, qu'est-ce qu'on oublie? C'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions, difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain avenir. Merci, M. Chirac. Comme une bonne partie de l'argent que nous avons en France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles, plus les pays africains empêchent la France de se servir de leurs matières premières librement, plus le déficit français se creuse. Écrivez ça. Je recommence. Puisque la plus grande partie des richesses de la France vient de l'exploitation de l'Afrique depuis des siècles, comme l'a reconnu l'ancien président de la République française, Jacques Chirac. Il s'ensuit que plus il y aura de pays africains qui deviennent maîtres de leurs ressources, plus va se creuser le déficit français. Le déficit français va dépasser les 50%. Puisque l'Afrique était pourvoyeuse à plus de 50% des richesses françaises. Écrivez ça. Dans la langue bassa-bantou, on dit Tilana. Écrivez. C'est la situation ici, hein. Ils n'osent pas avouer. Mais c'est ça la situation. La perte du pouvoir de prélèvement gratuit des matières premières africaines est la cause principale du trou du budget français. C'est la cause principale. Et il y a plusieurs politiques ici en France qui l'ont avoué. Publiquement, la France n'est rien sans l'Afrique. La France n'est plus une grande puissance politique et économique sans l'Afrique. Plusieurs hommes politiques français le disent. Chirac n'est pas le seul. Vous avez compris? Donc voilà la situation. Les dévaluations du franc CFA ont toujours été utilisées comme des moyens de renflouer les caisses de l'État français. Et Paul Biya, au soir de sa vie, se rend compte que l'ultime dévaluation qui a commencé là, elle risque de l'emporter. Elle risque de troubler ses plans de succession. Parce que ce sera la dévaluation de trop. Parce que même lui-même, Paul Biya, trouve que c'est trop. Il a trop bradé le Cameroun au néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental. Même Paul Biya, le vieux grigou du Cameroun, trouve que c'est trop. Sassou trouve que c'est trop. Pourtant, il a livré le Congo à la prédation des multinationales françaises. Obiangema trouve que c'est trop. D'autant plus qu'ils ont tous des problèmes de bien mal acquis avec les juges français. Ils sont très fâchés contre la France. Quant à Mahamat Idriss Déby Itno, le maréchal, tu ne peux même plus lui parler de la France actuellement. Depuis que les gens là l'ont attaqué sur ses affaires de costume, les gens se sont mis à s'intéresser aux résidences de sa famille. Depuis que les gens là ne l'ont pas aidé à combattre Boko Haram dans son opération Haskanit, Mahamat a commencé à faire le deuil de ses maîtres. Il est assis à N'Djamena. D'ailleurs, il ne bouge plus trop. On dit, il y a une réunion, on dit, allez là-bas. Moi, je suis maréchal, je suis à N'Djamena. Allez là-bas. Laissez-moi avec ça. Vous comprenez? Bon, maintenant, je conclus cette conférence. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que s'ils comptent sur la réunion là qu'ils ont tenue à Yaoundé pour empêcher Paris de dévaluer le CFA, ils se mettent le doigt dans l'œil jusqu'à l'épaule. Paris va dévaluer le CFA. Paris a déjà commencé. De toute façon, eux, ils ne reculent devant rien. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas élaboré une politique alternative pour aider la France à rattraper son déficit. Ils n'ont qu'une seule méthode. Cette élite politique française, actuellement au gouvernement, n'a qu'une seule méthode pour renflouer les comptes de la France, c'est de continuer à exploiter l'Afrique. Ils ont grandi avec l'évidence que l'Afrique devait être à leur disposition et que les Africains en France devaient contribuer à couvrir cette arnaque et que c'était la condition pour être considéré comme un Africain intelligent. Oh, tu es intelligent, toi. Quand on te dit ici en France que tu es intelligent
et que tu es un citoyen français d'origine africaine, ça veut dire qu'on veut te féliciter de tromper l'Afrique. Oh, t'es intelligent. Non, t'es un Africain intelligent. Méfie-toi quand on te dit ça. Toi, l'Africain de France, quand ils sont là en train de te flatter, tu es intelligent. Dis-leur, est-ce que vous estimez que je suis intelligent parce que je demande le retrait total des troupes françaises d'Afrique? Est-ce que vous estimez que je suis intelligent parce que je demande la suppression de la monnaie coloniale de la France en Afrique, le CFA? Est-ce que vous estimez que je suis intelligent parce que je ne veux plus que les dirigeants français se mêlent de choisir les dirigeants africains à la place des peuples africains? Est-ce que vous m'estimez intelligent parce que je veux que l'Afrique crée des institutions inspirées de sa tradition, de son histoire, que l'Afrique ait un état de droit qui soit le reflet de ses valeurs sociétales de civilisation? Si vous me trouvez intelligent après ces 4 thèses, je veux bien être intelligent comme vous le voulez. Et en général, quand tu l'expliques à ces gens, ils ne te trouvent plus intelligent après que tu aies dit ça. Ah non, ça c'est du ressentiment, hein, c'est de la haine, c'est de la détestation. Vous voyez, les Russes sont en train de tout prendre, vous êtes en train de tout donner aux Chinois. Ils commencent comme ça. Ils ne te trouvent plus intelligent. Quand tu leur dis, mais écoutez, c'est pas votre affaire. Vous n'avez pas à choisir à la place des Africains avec qui ils doivent marcher. Quand vous faites traiter votre uranium par la Russie, est-ce que vous demandez aux Africains l'autorisation de le faire? Quand vous avez ouvert le roi Merlin, Total et tout ça en Russie, vous êtes venu demander aux Africains le droit d'ouvrir des groupes et faire des affaires avec Auchan, etc. Moi, j'étais à Moscou. J'ai vu plusieurs enseignes françaises là-bas. Vous êtes venu demander ça aux Africains? Arrêtez de vous moquer de nous. Nous n'avons jamais interféré dans les relations franco-russes. Vous n'avez pas à interférer dans les relations franco-africaines. Mêlez-vous de vos affaires. Dans les relations russo-africaines. Mêlez-vous de vos affaires. Oh, les Chinois arrivent. Est-ce que c'est votre problème? Ce sont des relations sino-africaines. Ça se résout entre les Chinois et les Africains. Mais les Africains ont dit, ça fait 600 ans que vous nous pillez, vous, les Occidentaux en général, ça suffit. Oh là là, mais dis donc, ça c'est une haine anti-occidentale. Non. J'applique exactement au racisme, au colonialisme, au néocolonialisme, les principes que De Gaulle a appliqués contre les États-Unis d'Amérique. Quand ils voulaient maintenir leurs troupes en France, De Gaulle leur a dit non. Un pays souverain n'accepte pas d'être sous occupation des bases militaires d'un pays étranger. Ce sont les mots de De Gaulle. Nous sommes les De Gaulle de l'Afrique. Permettez-nous de vouloir que notre peuple, le peuple africain, vive souverainement comme le vôtre. C'est tout. Donc, ils te trouvent intelligent tant que tu répètes leurs âneries à eux. Et quand tu ne les répètes plus, ils ne disent pas que tu n'es pas intelligent, hein. Ils disent que tu es méchant. Ils disent que tu es ingrat. Alors que tu leur dis ce qui est reconnu selon leurs propres principes, comme le droit. Car tout le droit occidental est basé sur la règle d'or, le principe de réciprocité. L'idée de justice, elle est symbolisée sous l'inspiration négro-égyptienne d'ailleurs de Lamarck, par une femme qui a les yeux couverts par un bandeau, qui tient dans une main une balance et dans l'autre une épée. Les yeux couverts par un bandeau symbolisent l'impartialité. La main qui tient la balance symbolise l'égalité, l'équité. Et la main qui tient l'épée signifie la pénalité, la sanction contre les violations d'infraction. Voilà comment est représentée Thémis, la déesse gréco-romaine de la justice, qui est une photocopie, en réalité, de la déesse négro-égyptienne Maat. Quand tu leur dis, mais nous sommes des serviteurs de la Maat, comme vous, normalement, de Thémis. Ils disent, oh, ça devient très compliqué. Non, c'est pas compliqué, c'est ça. La justice que vous aimez là, nous l'aimons aussi. Le problème, c'est que vous l'aimez pour vous. Vous ne l'aimez pas pour tout le monde. Nous vous demandons de l'aimer pour tout le monde, pour que le monde soit en paix. La justice que vous aimez pour vous, les Africains l'aiment aussi. Mais le problème, c'est que vous voulez qu'on aime la justice que pour vous. Vous ne voulez pas que les autres parties du monde aiment aussi la justice pour elles-mêmes. On a décidé que ça change. Voilà. Donc, ceux qui comptent sur Paris pour ne pas dévaluer se trompent. Paris va dévaluer. Et Paris a commencé à dévaluer. Les manipulations du taux directeur, elles sont faites par Madame Christine Lagarde. Christine Lagarde,
C'est une citoyenne française, elle est en étroit rapport avec le gouvernement français. Hein? Si je ne m'abuse, même c'est une ancienne directrice du FMI, ancienne ministre française, Christine Lagarde. D'accord? Quand elle se met à modifier le taux directeur de l'euro et par conséquent à dévaluer indirectement le CFA, elle le fait en accord avec le ministère français de l'économie qui est le tuteur de la Banque de France. Vous avez entendu? Et l'autre jour, j'ai vu le gouverneur de la Banque de France en réunion secrète tout naturellement avec le nouveau Premier ministre Bayrou. Vous pensez qu'il parlait de quoi? Comment trouver l'argent? Mais où trouver l'argent? Chirac leur a dit. Chirac leur a déjà dit où trouver l'argent. D'accord? Donc, on doit évacuer toute espèce d'espoir que Paris puisse prendre une décision raisonnable. Non, Paris ne sera pas raisonnable. Paris ne comprend que les peuples qui se libèrent. Par conséquent, ces chefs d'État d'Afrique centrale, là, je vous informe qu'ils ne sont pas capables de protéger les peuples d'Afrique centrale. Ils vont subir les événements. Ils se sont réunis, chacun regarde son voisin. Paul Biya appelle tout le monde au sursaut. Personne ne va sursauter parce qu'ils n'ont pas confiance en Paul Biya. Ils se disent que Paul Biya veut même que tout le monde participe. Après, lui doit avoir un plan pour se sauver tout seul et laisser tomber les autres. Ce dont Paul Biya est habitué. C'est un type qui laisse ses voisins dans la merde, matin, midi et soir. Il ne réunit des gens à Yaoundé que quand lui, il est dans la merde. Paul Biya a une qualité. Il ne se mêle pas de la politique des voisins. C'est une qualité. Il est concentré sur son pouvoir. C'est une qualité. Mais c'est aussi son défaut. Parce que le fait qu'il ne se mêle jamais de la politique de ses voisins fait que ce n'est pas un panafricain. Quand le Tchad est attaqué par les terroristes, l'armée camerounaise doit faire mouvement vers l'armée tchadienne. L'état-major du Cameroun doit dépêcher de l'aide. Ils doivent appeler le président Mahamat Idriss Déby Itno pour dire, mais écoutez, on vous envoie 300 hommes pour vous aider dans les opérations. Donnez-nous la carte, on va participer à traquer ces gens-là. On ne voit jamais le Cameroun dans ça. Mais quand c'est payant, dans le cadre des missions de l'ONU, là, Paul Biya trouve quelques mange-mille et les envoie récupérer les jetons de l'ONU en Centrafrique. Une mentalité commerciale à tous les étages. Jamais une solidarité spontanée. On attaque quelque part en Centrafrique. L'armée équato-guinéenne, l'armée congolaise, l'armée gabonaise, l'armée camerounaise ne peuvent pas s'asseoir et dire on s'en va aider les frères centrafricains tout de suite. On fait un pont aérien pour montrer que nous sommes une seule et même région. Bref, ils n'ont pas le comportement de l'AES. Ce sont des individualistes vulgaires qui dirigent l'Afrique centrale. Des individualistes vulgaires. Donc, l'appel au sursaut de Paul Biya ne sera pas entendu parce que personne ne croit en lui. On sait que c'est un individualiste vulgaire. Il fait semblant de tenir un langage collectif. Il ne cherche qu'à sauver son pouvoir. Oligui Nguema peut disparaître. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Mais voilà, Ali Bongo est en prison au Gabon. Paul Biya a fait quoi? Il a convoqué Oligui à Yaoundé. Est-ce qu'il l'a grondé? Bon, comme tu as ton frère Ali là-bas, il faut seulement veiller à ce qu'il ne manque pas à manger. C'est tout, hein? Ali qui pensait que Paul Biya c'est son papa, que si on dit à son papa Paul Biya qu'il a été renversé, Paul Biya va faire descendre le fameux Bir, il va faire sauter la garde présidentielle à Libreville, attraper Oligui Nguema, le chicoter, en disant mais mon ami Bongo m'a confié son enfant. Comment tu peux l'humilier? Ah non, je ne peux pas accepter ça. Zéro. Quand on a attrapé Ali, Paul Biya dit mais Ali il est imprudent. Comment il s'est fait prendre facilement comme ça? C'est tout. Il n'aide pas. Il n'aide pas. Quand Blaise Compaoré était président du Burkina Faso, une fois il rencontre Paul Biya, il vient à Yaoundé, à un sommet de l'Union africaine à Yaoundé. Dès qu'il rencontre Paul Biya, il déclare devant les journalistes, bonjour l'homme qui ne vient jamais chez les autres. Et Paul Biya lui dit, à mon âge avancé, tu comprends que les voyages me fatiguent. Il dit non, même quand tu étais plus jeune, tu ne viens pas souvent chez les autres. Je viens seulement parce que tu es mon aîné, mais vraiment tu me décourages trop le vieux. Tu me décourages. Oui, Blaise Compaoré lui a dit ça. Donc c'est un appel nul. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais écoutez, peuple d'Afrique centrale, libérons-nous des tyrans. Libérons-nous des tyrans. Tous ceux qui sont à la tête de ces pays,
et qui ne peuvent pas représenter les aspirations profondes de ces peuples. Mais les peuples doivent s'en débarrasser. Ça, c'est un. De deux, mais il faut supprimer le franc CFA. Il faut que les hommes d'affaires de toute cette région-là se mettent à transférer leurs devises, soit en or, soit dans une monnaie beaucoup plus stable, parce que le franc CFA va tomber. Inco. Mais oui, le franc CFA a pris feu. Les billets de CFA brûlent. Vous qui avez thésaurisé dans cette monnaie, vous allez voir ce que ça va devenir. Si vous n'investissez pas votre argent, si vous ne le transférez pas dans d'autres devises, on a Goussiam. Dormez, dormez en classe. Attendez que ça vienne vous trouver. Vous allez voir. Ceux qui dorment là, avec des masses de CFA, quand ça va être dévalué, vous allez pouvoir faire des matelas pour dormir, mais vous allez mettre ça dans les oreillers pour dormir dessus. Certains l'utiliseront même comme papier PQ. Dormez avec ça. Dormez. Actuellement, dans tous ces pays d'Afrique centrale, il y a une course à la pierre. Les gens sont en train d'acheter les terrains, les immeubles, les terrains, les immeubles. Dans des villes comme Douala, comme Yaoundé, Bafoussam, des villes du Cameroun là. La cadence à laquelle les gens sont en train d'acheter, ça fait peur. Les gens savent qu'il faut que le CFA, il faut s'en débarrasser. Parce que ça va brûler dans ta main. Tu vas te retrouver avec ça comme ça au carrefour. Et tu vas chanter une chanson de mon pays natal. Mentir nangwina mama e mentir nangwino. Mentir nangwina mama e mentir nangwino. Sefani megweo to yobati meo. To sefa mebe megweo to nyebati meo. Tu vas te retrouver avec le CFA comme ça. Et tu vas parler seul au carrefour. Tu vas présenter ça à un boutiquier. Et il dit, tu veux des problèmes. Tu vas donner ça chez toi pour qu'on aille acheter le pain. On dit, quel pain va être vendu avec ce truc? Ça va arriver très rapidement. Toi qui, dans ta maison, as entassé ces billets farfelus, et qui a transformé ta maison en une banque de CFA, tu vas voir. Tu vas entrer bientôt dans ta chambre à billets là. Tu vas regarder un paquet de choses inutiles. Parce que eux ici, ils vont tenter de dévaluer. Bien qu'ils vont dévaluer, et que tu vas te retrouver avec l'obligation d'acheter une baguette de pain à 10 000. Une baguette de pain à 10 000 francs CFA. Quand tu vas te retrouver dans cette obligation-là, toi-même, tu ne vas même plus vouloir voir le CFA. L'inflation du CFA va atteindre un niveau tel que toi-même, tu auras pitié d'en avoir dans ta poche. Tu devras te promener avec des sacs de sport pour aller acheter, je ne sais pas, du savon. Des sacs de sport de billets. Bientôt, ils vont faire les billets de 5, ils vont faire les billets de 1 million, 2 millions, 5 millions. Donc, vous allez voir ça. Restez dedans. Nous devons mettre fin aux dictatures en Afrique. Et nous devons mettre fin au CFA en Afrique. Nous devons créer une monnaie régionale flexible d'Afrique centrale. Et si les pays autour ne sont pas prêts, chaque pays doit créer sa monnaie. Le Cameroun avait sa monnaie à la fin du 19e siècle, qui s'appelait le krou. Le Cameroun a déjà eu sa monnaie. L'historien Eno Meyomese a écrit un joli petit livre chez EDK Books qui récapitule l'histoire monétaire du territoire camerounais actuel. Il faut que vous sachiez qu'il fut un temps où la monnaie camerounaise était supérieure à la monnaie allemande, le Deutschmark, où la monnaie camerounaise était supérieure à la monnaie anglaise, la livre sterling. Est-ce que vous savez ça? Même quand le franc CFA a été créé, le franc CFA était supérieur au franc français. Est-ce que vous savez ça? Il faut que les Africains reprennent confiance en eux-mêmes, que les Africains battent monnaie, soit au nom de toute la région CEMAC, une monnaie flexible de la région CEMAC. Nous avons tous les docteurs, les licenciés, les techniciens, nous avons tout ce qu'il faut pour piloter une monnaie. Même moi qui ai fait des études de philosophie spécialement, moi je peux être gouverneur de banque centrale. C'est pas la magie. C'est gérer le taux directeur de ta banque centrale en fonction des besoins intérieurs
et extérieure de ton économie. Tu es seulement là, tu surveilles. Et tu pilotes le taux d'intérêt de la banque centrale pour les banques commerciales en fonction des intérêts de ton pays. C'est ça ton travail. Che Guevara était médecin. Il était médecin, formé pour soigner les gens. C'est lui qui a gouverné la première banque centrale de Cuba, l'Argentin Ernesto Che Guevara. Avec ses connaissances d'autodidacte en économie et sa formation de médecin, il est le premier gouverneur. Ernesto Che Guevara est le premier gouverneur de la Banque de Cuba libre. Les métiers de l'économie, qu'on arrête de vous mystifier avec ça. Ils ont créé un langage empoulé pour que les Africains et les hommes, les femmes ordinaires de culture aient peur de l'économie. Plus on vous parle un langage flou, plus on veut vous tromper. L'économie est une science qui est née dans le foyer. Le nom même de cette science, oikos nomos, c'est la gestion du foyer. Si tu peux gérer correctement ta maison, tu peux réfléchir à la meilleure façon de gérer un État. Il y a eu de bons chefs d'État qui n'étaient pas docteurs en économie comme Ouattara Draman et qui ont donc arrêté de stresser avec cette histoire de monnaie. L'Afrique doit aller vers la souveraineté monétaire. Il faut supprimer le franc CFA. Il ne faut plus attendre les dévaluations du franc CFA. Et pour supprimer le franc CFA, il faut supprimer les dirigeants qui soutiennent le franc CFA. Du pouvoir. Il faut les ôter du pouvoir. Paul Biya doit partir. Sassou Nguesso doit partir. Oligui Nguema doit partir. Obiang Nguema doit partir. Touadéra qui est là et qui cherche un troisième mandat, il doit partir. Il nous a trompés avec son histoire de Sango. Plus personne ne croit en lui. Il est le seul à se croire tout seul. Plus personne ne l'écoute. Touadéra, personne ne l'écoute. Depuis qu'il nous a montré qu'il est lui aussi un aventurier ambigu. D'accord? Il est même incapable de présider un sommet de la CEMAC pour affirmer une vision centrafricaine de l'émancipation de l'Afrique centrale. Du coup, il n'est même pas à l'ombre de la hauteur du grand Barthélemy Boganda, qui appelait à la création des États-Unis d'Afrique latine. Touadéra nous a déçus. Quand je vois Touadéra, j'ai toujours un œil qui pleure. Tellement il nous a déçus. Même ses partisans sur les réseaux sociaux ont perdu toutes leurs couleurs. Quand il a encore des partisans, ils n'ont plus le courage de fatiguer le monde. Quand eux-mêmes regardent ce président, qui va de Charib dans Sira, la gauche à droite, un président qui en est à demander 10 millions d'euros d'aide budgétaire à la France en 2024. Ça ne fait pas pitié, ça? Un président, tout un président, une somme que n'importe quel homme d'affaires sérieux au Cameroun, au Nigeria, est capable de décaisser sans broncher si l'État centrafricain était sérieusement gouverné. Il vient à Paris demander 10 millions. 10. Moi-même, là, si j'ai un livre qui fait un best-seller dans les prochaines années, les prochains mois, et que 10 millions d'Africains l'achètent, moi-même, je pourrais avoir même 10 millions de dollars. C'est ça que tout un pays, ma patrie centrafricaine, tend la main pour que la France lui donne. À Douala, on dit Balok Pékin. Man Bolan, on a tout perdu. Avec des dirigeants comme ça. Donc, 1. Révolution citoyenne. 2. Suppression du CFA. 3. Création de monnaie nationale ou d'une monnaie régionale flexible, pilotée par les Africains. 4. Mutualisation à la manière de la Confédération des États du Sahel, mutualisation réelle des moyens pour faire face aux besoins du peuple africain d'Afrique centrale. C'est ce que j'ai appelé dans ce livre, eh bien, pour un nouveau leadership populaire africain. Et le sous-titre de ce livre vous dit « Appel aux forces panafricaines pour la libération du Cameroun ». Ce sont les forces panafricaines qui peuvent libérer chaque pays africain. Des citoyens
qui se placent du point de vue de l'intérêt du peuple africain en entier. Ce sont eux qui sont dignes de diriger chaque pays africain. C'est le sens du livre. Ça, c'est mon 5e livre sur le Cameroun que j'ai écrit. L'argument est rassemblé en 40 pages et vous avez un album, eh bien, de nos activités politiques et citoyennes sur les autres pages du livre. C'est vraiment un manifeste pour l'émergence d'un nouveau leadership populaire au Cameroun, mais l'argument que je déploie ici est valable pour n'importe quel pays africain. Bon, j'espère vous avoir éclairé sur ce qui se passe. La panique de Paul Biya, d'Obiangema, la panique de Touadéra, la panique d'Oligui Nguema, tous là, ils sont venus pour essayer de sauver leur fauteuil, pas pour sauver leur peuple. Ils n'en sont pas capables. Je vous ai expliqué les principaux paramètres qui ont changé. L'inflation qui augmente, les réserves de change qui sont fragiles avec un taux de couverture d'à peine 2 mois de réserves de change pour importer des marchandises, l'endettement croissant avec des pays comme la République du Congo qui sont à 100% de leur PIB, donc les comptes sont complètement au rouge. Je vous ai cité le fait que les devises qui sont liées aux activités minières et pétrolières restent dans les comptes bancaires des multinationales à l'étranger, et donc elles ne nourrissent pas le système bancaire d'Afrique centrale, qui est un système bancaire anémié, exsangue, creux, vide, où on ne prête d'ailleurs pas aux Africains. Et enfin, j'ai souligné le fait que la France a commencé à dévaluer le franc CFA en baissant le taux d'intérêt des réserves de change du franc CFA d'Afrique centrale par rapport à l'euro. Ce qui veut dire déjà que la dévaluation a commencé. Ça a déjà commencé, ça a cuit. À mon âme, ça a cuit. On est dedans. Entre-temps, on dit que la zone CFA d'Afrique de l'Ouest se porte mieux. Mais ce qui a tué Macloclo va tuer Maclacla. Dans sa boulimie, le capitalisme d'État français, quand il va engager sa dévaluation, il va frapper les deux zones. Tant pis pour celui qui dort. Tant pis pour ceux que ça va trouver dedans. Ils vont morfler et ils ne diront pas que je ne leur avais pas dit. Ils ne diront pas que je ne leur avais pas dit. Je vous avais dit. Mes chers amis, aujourd'hui, j'ai accompli mes devoirs.